Le couteau trancha l'air avec un sifflement aigu, effleurant la joue de Lucie d'un filet rouge qui perla comme une larme écarlate. Tu n'es qu'une abomination. Une tache sur notre nom, hurla sa mère, les yeux fous de rage, tandis que le père se contentait d'un silence lourd, les poings serrés comme des enclumes. Dans la cuisine étroite de leur maison normande, sous le regard impuissant des grands-parents qui l'avaient élevée dans l'ombre bienveillante de leur amour inconditionnel, Lucie comprit en un éclair que la fuite n'était plus un choix, mais une sentence de vie. C'était l'été 2018, et la Normandie bruissait encore des parfums de cidre et de marée montante. Mais pour Lucie, âgée de 17 ans à peine, ces odeurs tournaient au poison. Ses grands-parents, ces piliers de tendresse usés par les grands-mères avec ses tricots infinis et ses histoires de résistantes lesbiennes cachées pendant la guerre. Grand-père avec ses pipes et ses silences complices avait été son havre depuis l'orphelinat où on l'avait abandonné bébé. Il savait pour ses premiers baisers volés avec des filles du lycée. Pour les nuits passées à rêver d'un amour qui ne se plierait pas aux chaînes sociales. L'amour est un feu, ma petite. Et le monde est un vent froid, lui disait grand-mère en caressant ses cheveux châtains. Mais ce soir-là, quand sa mère biologique, cette étrangère revenue comme un ouragan après des années d'absence, avait fouillé sa chambre et trouvé les lettres d'amour à une camarade, le feu se mua en brasier. Lucie n'attendit pas le lever du soleil. Elle empaqueta un sac à dos avec l'essentiel, un pull trop grand de grand-père, le collier en perles de grand-mère, un peu d'argent volé dans la tirelire familiale, et son passeport. La porte claqua derrière elle comme un adieu définitif. Elle marcha jusqu'à la gare de Caen, le cœur battant au rythme des trains qui l'emmèneraient loin. Vers le sud, vers l'Espagne qu'elle imaginait comme un mirage de liberté, ces plages infinies de la Costa Brava où les vagues chantaient des romances interdites. À 17 ans, survivre signifiait inventer une nouvelle peau, une nouvelle âme. Elle prit un train pour Paris, puis un bus de nuit vers Perpignan, et enfin, un stop hasardeux jusqu'à Barcelone. Les frontières se dissolvaient dans sa panique, mais pas la peur qui lui rongeait les tripes. Barcelone l'accueillit avec son chaos joyeux, les ramblas grouillantes de touristes, les mosaïques de Gaudí qui semblaient danser sous le soleil impitoyable. Lucie s'installa dans un squat près du Raval. Un immeuble délabré où des âmes errantes comme elle partageaient des matelas tachés et des rêves brisés. Elle trouva du travail comme serveuse dans un café excentrique. Elle jardin secreto. Un havre de verdure caché dans les ruelles étroites, où les habitués venaient pour les tapas et les confidences. C'est là qu'elle rencontra Élodie. Pour la première fois. Un soir de septembre où la tramontane soufflait comme un avertissement. Élodie était française, comme un écho du passé que Lucie fuyait. 25 ans. Des cheveux noirs ondulés qui cascadaient comme une cascade d'encre sur ses épaules. Des yeux bleus qui perçaient l'âme comme des lames de glace fondue. Elle vivait à Barcelone depuis 3 ans, fuyant elle-même un mariage arrangé à Toulouse. Une vie de conventions étouffante. Photographe freelance. Elle capturait les ombres des ruelles catalanes, les regards volés des amants sur les terrasses. Ce soir-là, elle commanda un vermut con siphon, ses doigts fins tambourinant sur le comptoir en bois patiné. Tu as l'air d'une fugitive? Toi, dit-elle à Lucie en français, avec cet accent du sud qui roulait comme des vagues. Lucie rougit. Balbutia une réponse en espagnol approximatif. Mais Élodie insista, glissant un billet plus généreux que nécessaire. Viens boire un verre après ton service. Les nuits barcelonaises sont faites pour les secrets. Leur première nuit fut un tourbillon. Elles marchèrent le long de la plage de la Barceloneta, les pieds nus dans le sable encore chaud, l'air salin collant à leur peau. Élodie parla d'abord, de sa mère qui l'avait élevée seule après le suicide de son père.
De ses amours passés avec des femmes qui s'effaçaient comme des négatifs mal fixés. Lucie, émue par cette franchise, lâcha enfin son fardeau, la lame de cuisine. Les cris. La fuite. Mes grands-parents m'ont aimé tel que je suis. Mais le monde. Le monde veut nous écorcher vives. Élodie s'arrêta, prit sa main. Et sous les lumières lointaines des paquebots, elles s'embrassèrent. Ce fut un baiser salé de l'armée de mer. Un serment muet contre l'oubli. Les mois suivants furent un cocon de passion. Lucie apprit l'espagnol auprès d'Élodie, qui lui enseignait aussi la photographie, comment cadrer un regard, comment figer l'instant où deux âmes se touchent. Elles louèrent un petit appartement à Gracia, un quartier bohème au balcon fleuri de géranium, où les nuits s'emplissaient de guitares flamenco et de rires complices. Lucie, à 18 ans maintenant, fleurissait, ses cheveux châtains poussaient en boucles folles. Ses yeux verts brillaient d'une assurance nouvelle. Élodie la photographiait sans relâche nue contre les draps froissés, riant sous la pluie d'automne, dormant paisiblement avec un chat errant sur le ventre. « Tu es ma muse rebelle » murmurait Élodie en la couvrant de baisers qui descendaient comme une carte au trésor le long de son corps mince et athlétique. Mais l'amour, en Espagne comme en France, porte les cicatrices du passé. Élodie avait un secret, une ex-amante. Maria. Une Catalane fière et jalouse qui refusait de lâcher prise. Maria gérait une galerie d'art à Elborn. Et quand les photos de Lucie commencèrent à y être exposées anonymes, mais reconnaissables pour qui savait voir, la jalousie se mua en poison. Un soir, alors que Lucie rentrait tard d'un service double, elle trouva Élodie en pleurs sur le canapé, un verre de sangria renversé tachant le tapis persan. Maria est venue. Elle sait pour nous. Elle menace de tout révéler à ma famille, de me traîner en justice pour diffamation si je ne reviens pas. Lucie, le cœur serré, la serra contre elle, ignorant que c'était le premier fil d'une toile de trahison. L'hiver 2019 s'abattit sur Barcelone comme une cape de brume. Lucie, maintenant majeure, envoya une lettre à ses grands-parents, la première depuis sa fuite. Je vis. J'aime. Je respire enfin. La réponse arriva par retour. Grand-mère, affaiblie par une pneumonie, lui suppliait de rentrer. Ton grand-père est parti rejoindre les étoiles. Ma chérie. Reviens. Avant qu'il ne soit trop tard pour moi. Lucie pleura des nuits entières. Élodie la berçant comme une enfant. Mais ce deuil raviva les ombres. Sa mère, apprenant par on ne sait quel canal la survie de sa fille, envoya un avocat. Des papiers officiels atterrirent sur le paillasson, une demande de reconnaissance parentale, avec menace de poursuite pour abandon de mineur. Ils veulent me ramener en cage ? Sanglota Lucie à Élodie. Qui promis, nous affronterons ça ensemble. Ton passé n'est pas une chaîne, c'est une racine que nous arracherons si besoin. Pourtant, les fissures s'élargirent. Maria, sentant la vulnérabilité, ourdit son plan. Elle contacta la mère de Lucie via un réseau d'expatriés français en Espagne, tissant des mensonges sur la décadence de la vie de sa fille. Bientôt, un appel anonyme, Élodie, sous pression, craqua lors d'une confrontation avec Maria à la galerie. Si tu ne me donnes pas une chance, je jure que je détruis tout, avait menacé Maria, un verre de cava à la main. Élodie, terrifiée par la perte de sa carrière naissante, accepta un marché sordide, une nuit en échange du silence. Elle ne le dit pas à Lucie, mais le remords la rongeait comme un acide. Le printemps 2020 apporta la pandémie, isolant Barcelone dans un silence irréel.
Les rues vidées. Les balcons devenaient scènes de théâtre intime. Lucie et Élodie se blottissaient, cuisinant des paellas improvisées, dansant sur du Piazzolla diffusé par une radio crachotante. Mais la trahison guettait. Un soir de juin, alors que les restrictions s'allégeaient, Lucie surprit un message sur le téléphone d'Élodie, un rendez-vous avec Maria, codé en initiales. Le monde s'effondra. Comment as-tu pu? Après tout ce que nous avons partagé? Tu me vends à elle? Hurla Lucie, les larmes coulant comme un torrent. Élodie, pâle comme un linceul, avoua tout, la pression, la peur, le regret. C'était une erreur? Mon amour. Une nuit vide pour sauver notre avenir. Mais les mots sonnaient faux. Écho d'une lâcheté que Lucie ne pouvait pardonner. La fuite recommença. Plus déchirante. Lucie quitta l'appartement au milieu de la nuit, laissant une note: l'amour que j'ai cru vrai était un mirage. Adieu, Élodie. Survis sans moi. Elle prit un train pour Figueres, puis traversa la frontière à pied, vers la France qu'elle avait fui. Ses grands-parents l'attendaient. Grand-mère alitée mais les bras ouverts. Tu es revenue? Ma rebelle. C'est déjà une victoire. Lucie s'effondra, racontant tout l'Espagne. Élodie. La trahison qui avait fissuré son cœur comme une oliveraie ravagée par la sécheresse. Pourtant, le destin, ce farceur catalan, n'en avait pas fini. Des mois plus tard, en automne 2020, un colis arriva, un album de photos. Signé Élodie. Chaque cliché racontait leur histoire: le premier baiser, les rires sous la pluie, même la dispute finale, capturée en secret depuis une fenêtre. Une lettre accompagnait: j'ai trahi ton corps une nuit, mais pas ton âme. Maria est partie, emportant son venin. Je vis à Paris maintenant, reconstruisant ce que j'ai brisé. Si tu le veux, reviens. Sinon, sache que tu m'as sauvé. En fuyant à 17 ans pour survivre, tu m'as appris à vivre. Lucie hésita, le cœur en lambeaux. Sa grand-mère, sentant l'appel, murmura: l'amour n'est pas une prison. Ma petite. C'est un pont sur l'abîme. Traverse-le, ou construisons un nouveau. À 20 ans, Lucie choisit le pont. Elle prit le train pour Paris, trouva Élodie dans un café de Montmartre, les yeux rougis mais brillants. Leur réunion fut un ouragan contenu, des excuses murmurées, des baisers hésitants, des promesses forgées dans le feu du pardon. Pas de fin hollywoodienne, mais une humanité brute, de femmes marquées par la fuite et la trahison, apprenant à aimer sans chaîne. Et ainsi, sous les toits de Paris, avec l'Espagne comme un tatouage invisible sur la peau, Lucie et Élodie réinventèrent leur romance. La survie n'était plus une course solitaire, c'était un duo, dansant sur le fil du rasoir, où chaque jour était une victoire contre les ombres du passé. Non. Ce n'était pas si simple. La réunion à Paris fut un prélude fragile. Un équilibre précaire sur une corde tendue au-dessus du vide. Lucie, à 20 ans, portait encore les stigmates de sa fuite, des nuits hantées par le claquement de la porte normande. Des cauchemars où la lame de cuisine de sa mère se muait en serpe catalane. Élodie, quant à elle, avait reconstruit sa vie comme un puzzle aux pièces manquantes: des expositions solo dans des galeries du Marais, des contrats avec des magazines alternatifs qui célébraient l'amour queer comme une révolution esthétique. Mais la trahison avec Maria planait comme un fantôme,
Un doute qui s'insinuait dans les silences de leur dîner aux chandelles. Elles s'installèrent dans un loft exigu du 11e arrondissement. Un espace baigné de lumière filtrée par des voilages blancs, où les murs nus attendaient d'être couverts de leurs photos communes. Lucie, inscrite à l'université en arts plastiques, passait ses journées à croquer des nus féminins, à questionner l'identité à travers des traits de fusain rageurs. Ton corps m'a appris la trahison, mais aussi la résilience, confia-t-elle un soir à Élodie, en traçant du doigt les courbes familières de sa hanche. Élodie, émue, répondait par des caresses langoureuses, des nuits où leur corps se mêlait comme des vagues en tempête, redécouvrant la confiance perdue dans les murmures post-coïtaux. Pourtant, le passé ressurgit sous forme de lettres anonymes. La mère de Lucie, cette furie normande, n'avait pas renoncé. Via l'avocat, elle exigeait une confrontation, reconnais-moi comme ta mère, ou je te traînerai devant les tribunaux pour rupture de liens familiaux. Les mots étaient froids, légaux, mais ils ravivaient la plaie. Lucie, paniquée, confia tout à Élodie lors d'une promenade le long de la Seine, sous les saules pleureurs qui semblaient compatir. Et si elle gagnait? Si elle me volait cette liberté que j'ai arrachée à 17 ans? Élodie la serra fort. Son parfum de lavande et de sel marin vestige de la Costa Brava apaisant l'angoisse. Nous irons en Normandie ensemble. Affrontons-la. Ton amour pour moi est ta plus grande arme. Le voyage fut un calvaire. Le train TER brinque-ballait sur les rails rouillés, emportant Lucie vers les falaises crayeuses de sa jeunesse. Élodie, à ses côtés, serrait sa main comme un talisman. À Caen, la maison familiale se dressait, inchangée, volets verts écaillés, jardin envahi de ronces. La mère les attendait sur le perron. Une femme d'une 50aine d'années aux traits durcis par l'amertume, les cheveux teints en blond strict, un tailleur gris comme une armure. Ainsi, c'est elle, ta perversion, cracha-t-elle en toisant Élodie. Lucie, le cœur cognant, riposta, c'est mon amour. Mère. Et toi? Tu n'es qu'une étrangère qui m'a rejetée. La confrontation dégénéra en un drame shakespearien. La mère hurla des vérités tordues, l'abandon bébé dû à une grossesse forcée, la haine homophobe héritée d'un père tyrannique. Élodie intervint. Sa voix française calme comme un lac alpin, madame. L'amour de Lucie n'est pas une tache, c'est une lumière que vous avez tenté d'éteindre. Laissez-la briller. Un silence pesant s'abattit, brisé seulement par le tic-tac d'une horloge ancienne. Puis, miracle ou capitulation? La mère s'effondra en larmes. J'ai peur pour toi, ma fille. Le monde nous broie. Nous les femmes qui osons. Pour la première fois, un pont ténu se tendit, pas de pardon total, mais une trêve humaine, une reconnaissance mutuelle des failles. De retour à Paris, ce triomphe fragile scella leur lien. Lucie et Élodie organisèrent leur première exposition commune, Fuite et retour. Une série de photos et de dessins mêlant les ombres normandes aux lumières catalanes. La galerie, nichée dans une cour cachée du quartier latin, bourdonnait d'un public cosmopolite, des activistes queer, des artistes en herbe, des curieux émus. Lucie, en robe noire ajustée soulignant sa silhouette élancée, prononça un discours tremblant, à 17 ans. J'ai fui pour survivre. Aujourd'hui, j'aime pour renaître. Élodie, à ses côtés en pantalon cigarette et chemisier soyeux, captura l'instant, un baiser volé sous les flashs. Symbole d'une résilience partagée. Mais la vie
Cette coquette cruelle réservait encore des coups. En 2021, grand-mère s'éteignit doucement, emportant avec elle les tricots inachevés et les contes de résistante. Lucie, dévastée, trouva refuge dans les bras d'Élodie lors de l'enterrement pluvieux à Honfleur. Elle m'a appris à aimer sans peur, sanglota-t-elle contre l'épaule de sa compagne. Élodie, stoïque mais brisée, organisa un hommage photographique, un album dédié, avec des portraits flous de grand-mère tricotant au bord de la mer, superposés à des images de Lucie enfant. Ce deuil, au lieu de les séparer, les unit plus profondément des nuits de veille où les mots cédèrent la place aux caresses consolatrices, au corps entrelacés comme des racines cherchant la terre. L'été suivant les ramena en Espagne, non comme une fuite, mais comme un pèlerinage. Elles louèrent une maisonnette à Cadaqués, ce village blanc blotti sur la mer que Dahl avait aimé pour ses rêves surréalistes. Là, sous le ciel azuréen, leur romance s'épanouit en un rituel sensuel, baignade nue au clair de lune, dîner de fruits de mer arrosés de cava, promenade main dans la main le long des criques rocheuses. Lucie, à 21 ans, avait gagné en assurance, ses yeux verts pétillaient d'une malice nouvelle. Son corps marqué par des tatouages discrets, une lame stylisée sur l'omoplate, un phare sur le poignet, symbole de sa traversée. Élodie, 30 ans à peine, photographiait cette métamorphose avec une tendresse possessive, capturant les gouttes d'eau perlant sur la peau hâlée de Lucie comme des diamants éphémères. Pourtant, Maria ressurgit comme un ouragan tardif. Apprenant l'exposition parisienne par un article en ligne, elle débarqua à Cadaqués, ivre de jalousie et de vin local. La confrontation eut lieu sur la plage au crépuscule. Ce même décor que Lucie imaginait enfant comme un havre. Tu m'as volé Élodie. Salope française, vociféra Maria. Ses cheveux roux en bataille, son corps robuste tendu comme un arc. Élodie, protégeant Lucie d'un geste instinctif, répondit avec une froideur glaciale, c'était toi qui volais. Maria, tu as pris ma peur pour de l'amour. Pars. Et emporte ton chaos. Lucie, tremblante mais résolue, ajouta, nous ne sommes pas tes proies. Nous sommes libres. Maria s'effondra. Non en rage, mais en confession larmoyante, son enfance catalane marquée par un père machiste. Ses amours lesbiennes cachées comme des crimes. Une trêve improbable naquit pas d'amitié, mais une compréhension humaine. Un adieu qui libérait les chaînes. Maria partit à l'aube, laissant derrière elle un coquillage poli. Symbole muet de paix. Ce soir-là, sous les étoiles de la Méditerranée, Lucie et Élodie firent l'amour sur le sable, leur corps fusionnant dans une danse primitive et tendre. Tu es ma survie, murmura Lucie, ses lèvres effleurant le cou d'Élodie. Et toi? Ma renaissance? Répondit-elle, les yeux clos sur l'horizon infini. L'automne 2022 marqua un tournant. Lucie, diplômée avec mention en art, lança sa propre série de dessins, Ombre nomade. Une exploration graphique des fugues intimes, inspirée par sa propre odyssée. Les critiques parisiens, ces gardiens capricieux du bon goût, saluèrent l'œuvre comme un cri romantique et humaniste, imprégné d'une sensibilité française matinée d'exil ibérique. Élodie, fière comme une lionne, organisa une tournée, Paris, puis Barcelone, et enfin une escale à Toulouse, ville natale d'Élodie qu'elle avait fui comme une malédiction. Toulouse les accueillit avec sa brique rose et son fleuve Garonne paresseux, mais aussi avec des ombres familiales. La mère d'Élodie,
une veuve élégante nommée Claire, les invita à dîner dans leur maison cossue du quartier Saint-Cyprien. Claire, 60 ans aux cheveux poivre et cils relevés en chignon impeccable, avait évolué, les années d'absence de sa fille l'avaient adoucie, transformant la marâtre en une femme curieuse de rédemption. J'ai lu tes articles, Élodie. Et ses photos. Elle parle d'un amour que je n'ai pas su comprendre. Le repas fut un ballet diplomatique, fromage de chèvre et confit d'oie, ponctué de questions hésitantes sur leur vie commune. Lucie, nerveuse, dessina distraitement sur une serviette en papier un portrait rapide de Claire, capturant la vulnérabilité sous le masque. La nuit. Dans la chambre d'invité au meuble Louis-Philippe, Élodie se confia, ma mère m'a promis un mariage arrangé avec un notaire local. Pour sauver les apparences. C'est pour ça que j'ai fui à 22 ans. Lucie, levée contre elle, caressa son dos nu, et maintenant? Élodie sourit dans l'obscurité, maintenant? Je lui montre que l'apparence. C'est nous deux femmes entières? Aimantes? Indestructibles. Le lendemain, lors d'une promenade le long du canal du Midi, Claire posa la question fatidique, êtes-vous heureuse? Lucie répondit pour elle, oui. Parce que nous choisissons l'amour chaque jour. Contre vent et marée. Claire, émue, offrit un bijou de famille, une broche en émail représentant deux femmes enlacées. Héritage d'une arrière-grand-mère suffragette. Un pont de plus. Fragile mais réel. De retour à Paris, leur vie prit un rythme effréné. Lucie enseignait des ateliers de dessin à des jeunes queers, inspirant des fugueuses en herbe avec son histoire. À 17 ans, j'ai couru pour survivre. Vous, courez pour conquérir, leur disait-elle, ses yeux verts flamboyants. Élodie, quant à elle, signa un contrat avec une maison d'édition pour un livre photo, Amour en exil, mêlant leurs portraits à des témoignages d'autres couples lesbiens d'Europe. Le projet les mena en road trip, de la Provence au vignoble basque, capturant des baisers sous les oliviers, des regards complices dans les marchés provençaux. Mais le destin, ce peintre cruel, ajouta une touche sombre. En mars 2023, Lucie reçut un appel de sa mère, un accident de voiture, mineur mais symbolique, qui la clouait au lit avec une jambe plâtrée. Viens, ma fille. J'ai besoin de toi pour comprendre ce que j'ai perdu. Lucie, partagée, consulta Élodie lors d'une soirée au Moulin Rouge, ironie du lieu. Ce cabaret de fantaisie où les genres se brouillent. Va-y seul d'abord. Montre-lui que ta force n'est pas en nous, mais en toi. Lucie obéit. Prenant le train pour la Normandie. Le cœur serré comme un poing. La maison natale, autrefois prison, s'était muée en sanctuaire précaire. La mère, amaigrie sur son lit d'hôpital improvisé, tendit une main tremblante, j'ai brûlé les lettres d'amour que j'avais gardées. Elles me hantaient. Pardonne-moi, Lucie. J'étais une femme brisée, pas une mère. Les heures devinrent des jours de confession, l'enfance de la mère, violée par un oncle, la haine intériorisée contre tout ce qui ressemblait à la faiblesse. Lucie, dessinant à son chevet, traça des portraits qui capturaient cette humanité enfouie. Nous sommes toutes des fugueuses, maman. Mais certaines rentrent pour guérir. Quand elle repartit, une ébauche de lien subsistait, pas d'idylle familiale, mais une paix laborieuse. Élodie l'accueillit à la gare avec un bouquet de lavande volé dans un jardin public. Et leurs retrouvailles furent une explosion de tendresse, un dîner improvisé de crêpes normandes revisitées à la catalane,
Suivi d'une nuit où les corps se redécouvrirent avec une urgence renouvelée. Tu es revenue plus forte? Murmura Élodie. Ses lèvres parcourant la colonne vertébrale de Lucie. Et toi? Mon ancre? Répondit-elle, arquant le dos sous les caresses expertes. L'été 2023 les trouva à la Costa Brava, célébrant 2 ans de réconciliation. Elles louèrent un bateau pour une semaine, voguant de crique en crique, loin des touristes. Les journées étaient paresseuses, nage dans l'eau turquoise, sieste à l'ombre des pins parasols, lecture de Colette et de Sagan, ces icônes françaises de l'amour féminin indompté. Les nuits, sous un ciel étoilé comme un voile de velours, étaient réservées à l'intimité. Élodie, avec sa patience de photographe, explorait le corps de Lucie comme un paysage inconnu, traçant des motifs de baisers sur sa peau hâlée, arrachant des gémissements qui se mêlaient au clapotis des vagues. Lucie, audacieuse, prenait l'initiative, ses mains fines descendant vers les replis secrets d'Élodie, provoquant des soubresauts de plaisir qui faisaient tanguer le bateau. Un soir, lors d'une escale à un village de pêcheurs, elles assistèrent à une fête locale, guirlande de lumière, sardines grillées, danse sardane où les corps se frôlent en cercles hypnotiques. Ivre de cava, Lucie entraîna Élodie sur la piste improvisée, leurs hanches se mouvant en synchronie, ignorant les regards curieux. Ici, en Espagne, j'ai appris à danser sans peur, cria Lucie par-dessus la musique. Élodie rit, l'embrassant fougueusement, et moi, à photographier l'âme. Pourtant, une ombre plana, un appel de Maria, sobre et repentante. J'expose à Madrid. Venez voir. C'est mon adieu à nos fantômes. Curieuse, elles s'y rendirent. La galerie, minimaliste avec ses murs blancs, abritait une série poignante, Trahison réparée, des portraits de femmes brisées et recomposées, dont un diptyque d'Élodie avant et après leur rupture. Maria, changée, les yeux clairs, serra la main de Lucie, tu as gagné son cœur. Respect. Une bière partagée, c'est là la paix, transformant l'ex-rival en une connaissance distante. Rentrée à Paris, ce voyage inspira leur prochain projet, un podcast sur les amours lesbiens en exil, mêlant témoignages et musique flamenco. Lucie interviewait, sa voix chaude et empathique captivant les auditrices. Élodie produisait, sa sensibilité visuelle se muant en son. Leur popularité grandit, attirant des invitations à des festivals queer Berlin, Londres, même une masterclass à Barcelone. Mais la vie, fidèle à sa dramaturgie, réservait un climax inattendu. En décembre 2023, lors d'une tempête qui flagellait Paris de pluie battante, Élodie apprit qu'elle était enceinte non d'un amant fantôme, mais d'une insémination artificielle secrète, financée par ses économies. Je voulais nous offrir un avenir plus grand, un enfant pour ancrer notre amour, avoua-t-elle à Lucie, les yeux emplis d'espoir et de terreur. Lucie, stupéfaite, oscilla entre joie et panique, et moi, élevée par des grands-parents orphelins? Suis-je prête à être mère? La nouvelle de la grossesse d'Élodie propulsa leur relation dans un tourbillon nouveau. Un mélange de joie euphorique et d'angoisses ancestrales. Lucie, à 22 ans, se vit confrontée à ses propres fantômes, l'abandon de sa naissance, la fuite à 17 ans qui l'avait privée d'un cocon familial stable. Et si je répète les erreurs? Si je fuis encore, confia-t-elle lors d'une échographie, la main sur le ventre naissant d'Élodie, où un cœur minuscule pulsait comme un secret partagé. Élodie,
rayonnante malgré les nausées. Caressa ses cheveux, nous ne fuyons plus. Mon amour. Nous construisons. Ensemble. Les mois suivants furent une danse délicate. Paris, avec ses marchés bio et ses sages-femmes progressistes, devint leur nid. Lucie abandonna temporairement les ateliers pour accompagner Élodie, des promenades lentes dans le Luxembourg, où les feuilles automnales craquaient sous leurs pas. Des nuits où elle massait le dos endolori de sa compagne, murmurant des berceuses inventées en mélange de français et de catalan. Élodie, gonflée d'hormones et d'inspiration, photographiait sa propre transformation, ventre arrondi sous des voiles transparents. Sein lourd, symbole de fertilité queer. C'est notre révolution, disait-elle en riant, posant pour Lucie qui croquait ses métamorphoses avec un fusain tendre. La nouvelle se répandit dans leur cercle, la mère de Lucie, désormais alliée fragile, envoya un tricot de bébé, un écho touchant aux mains de grand-mère. Claire, la mère d'Élodie, arriva de Toulouse avec des pots de cassoulet et des conseils maternels hésitants. Même Maria, depuis Madrid, posta une carte, pour la petite fugueuse à venir. Que son premier pas soit vers la mer. Ses gestes humains, imparfaits, tissaient une toile de soutien inattendue. Le printemps 2024 apporta la naissance, une fille, prénommée Solène, Soleil, en occitan. Clin d'œil aux rivages espagnols. L'accouchement, dans une clinique du 5e arrondissement, fut un chaos beau et primal, Élodie serrant la main de Lucie jusqu'au sang, hurlant des jurons en français et en espagnol, tandis que Lucie essuyait la sueur, chuchotant, « Tu es une guerrière ? Mon amour !» Solène émergea en criant, minuscule et parfaite, ses yeux verts comme ceux de Lucie fixant le monde avec une curiosité innée. Les premiers mois furent un brouillard enchanté. Le loft se remplit de mobiles en forme d'oiseaux de papier, de biberons stérilisés et de nuits blanches rythmées par les pleurs. Lucie, en congé parental improvisé, découvrit la maternité comme une révélation, bercer Solène contre son sein, inventer des histoires de grands-parents résistants et de photographes nomades. Élodie, reprenant doucement le travail, capturait ces instants Solène endormie sur l'épaule de Lucie, leurs profils se superposant comme un portrait double. Pourtant, la trahison passée ressurgit en écho mineur. Un article sensationnaliste dans un tabloïd queer accusa Élodie d'avoir « acheté » sa maternité, ravivant les doutes sur leur couple. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, trolls homophobes, soutien fervent. Lucie, protectrice, défendit leur choix publiquement lors d'un live Instagram. L'amour n'est pas biologique, il est choisi. À 17 ans, j'ai fui pour ça. Aujourd'hui, je combats pour Solène. Élodie, émue, posta une photo d'elle trois sur la plage de Deauville, vent dans les cheveux. Solène gazouillant face à la mer. Le backlash se mua en vagues d'amour, renforçant leur visibilité. L'été les ramena en Espagne. Un pèlerinage familial. À la Costa Brava, Solène découvrit le sable pour la première fois. Ses petites mains potelées attrapant des coquillages. Lucie et Élodie, épuisées mais épanouies, se retrouvèrent lors d'une babysitting improvisée par des amis locales. Sur la terrasse d'une Casablanca, sous un ciel indigo, elles firent l'amour avec une douceur nouvelle, corps marqué par la maternité, mais plus affamé que jamais. Tu m'as donné une famille, murmura Lucie, ses lèvres sur le ventre encore tendre d'Élodie. Et toi? Une raison de ne plus trahir? Répondit-elle, leur souffle se mêlant en un rythme ancestral. À 24 ans, Lucie publia son premier livre, Fugue en sol majeur,
Un roman graphique mêlant autobiographie et fiction, où une jeune lesbienne normande rencontre une photographe catalane, traversant trahison et naissance. Élodie en signa les illustrations, transformant les pages en un album vivant. Le lancement, à la Fnac d'Éterne, fut un triomphe, dédicace émue. Larmes partagées avec des lectrices qui se reconnaissaient dans l'histoire. La mère de Lucie, venue incognito, acheta le premier exemplaire, pour Solène, quand elle lira. Un geste final. Humaniste, scellant une rédemption sans fanfare. Maria, invitée, leva son verre, à nous, les survivantes. Et ainsi, en 2025, alors que l'Europe bruissait de vents changeants, Lucie et Élodie vécurent leur amour comme un poème inachevé cassé Ashtine dans les souvenirs. CM Xug dans les silences. L'âme MN dans les regards volés. Nan VN dans les failles pardonnées. Solène grandissait, apprenant à marcher sur les ramblas imaginaires de leur cœur. La fuite de 17 ans n'était plus une cicatrice, mais une étoile guidant leur constellation. Dans ce monde impitoyable, elles avaient survécu non en fuyant, mais en aimant, profondément, éternellement.